Certaines villes cachent des secrets plus sombres que la nuit elle-même. Certaines traditions ne doivent pas être questionnées. À Milford, le défilé silencieux avance chaque année sous un ciel sans lune. Et si vous parlez, vous le regretterez. Voici l'histoire d'un homme qui a brisé le silence, et en a payé le prix ultime. L'air à Milford était étrange ce soir-là, lourd d'un silence qui collait à la peau comme un tissu humide. Ben Harper l'a ressenti dès qu'il est descendu du bus, ses bottes crissant sur le gravier du seul arrêt de la ville. C'était fin octobre, une nuit fraîche et froide qui aurait dû vibrer du bruissement des feuilles ou des hurlements lointains des coyotes. Mais Milford était calme, trop calme. Pas un criquet, pas un souffle de vent dans les arbres dénudés de la rue principale, et les rares réverbères clignotaient faiblement, projetant des ombres longues et agitées qui semblaient bouger quand il ne les regardait pas. Ben a ajusté son sac à dos, son souffle formant un nuage dans l'air glacé, et s'est dirigé vers la pension où il avait loué une chambre. Il ne faisait que passer, un vagabond à la recherche de petits boulots, mais quelque chose dans cet endroit lui nouait l'estomac, comme s'il était entré dans une pièce où tout le monde s'était tu à son arrivée. Milford était un point minuscule, niché dans un coin oublié du Midwest, le genre d'endroit qu'on rate si on cligne des yeux en passant. Des vitrines décolorées, un dîner avec une enseigne au néon qui bourdonnait comme un insecte mourant, et des maisons à la peinture écaillée qui semblaient s'enfoncer dans la terre. Ben avait vu des villes comme celle-ci mourantes, désespérées, mais Milford était différente. Ce n'était pas seulement négligé, c'était observateur. Les fenêtres des boutiques fixaient comme des yeux, et le silence pesait sur lui, épais et contre nature, comme si la ville retenait son souffle. Il avait entendu parler du défilé silencieux avant même d'arriver. Un employé de station-service à 50 km de là, un vieil homme maigre avec une cigarette pendant des lèvres, l'avait mentionné en encaissant son café. « Tu vas à Milford ?» avait-il demandé, les yeux plissés. « Ne touche pas à leur défilé. Ils n'aiment pas les étrangers qui fouinent. » Quand Ben avait insisté pour en savoir plus, l'homme avait secoué la tête, marmonnant quelque chose à propos de « rester silencieux » et de « ne pas tenter le destin ». Ben avait ri, pensant à une bizarrerie de petite ville, comme une fête du maïs ou une coutume locale étrange. Mais maintenant, en marchant dans la rue principale, enveloppé par ce silence oppressant, l'avertissement du vieil homme semblait moins une plaisanterie qu'une prophétie. La pension était un bâtiment à 2 étages affaissé, au bord de la ville, dont le porche craquait sous le poids de Ben. La logeuse, Madame Carvey, était une femme décharnée, ses cheveux gris tirés en un chignon serré, ses yeux perçants et fixes, comme ceux d'un oiseau. Elle lui tendit une clé pour une chambre au 2e étage, sa voix froide et tranchante. « Pas de bruit après la tombée de la nuit, » dit-elle, son regard le transperçant. « Et tiens-toi loin du défilé demain soir. Ce n'est pas pour les étrangers. » Ben hocha la tête, ne voulant pas discuter, mais ces mots restèrent en lui, lourds et acérés, comme une lame cachée dans une poignée de main. Sa chambre était petite, sentant la poussière et le vieux bois, avec un lit bosselé et une unique fenêtre donnant sur la rue. Il posa son sac à dos et s'assit sur le bord du matelas, les ressorts grinçant sous lui. Dehors, la ville était immobile, les réverbères projetant une lueur jaunâtre maladive sur les trottoirs déserts. Pas une voiture, pas un chien, pas une voix venant des maisons voisines. C'était comme si Milford s'était endormi, ou faisait semblant. Ben sortit son téléphone pour vérifier l'heure, mais l'écran vacilla et s'éteignit, la batterie vidée malgré une charge complète 1 heure plus tôt. Il fronça les sourcils, le secouant, mais l'écran resta noir, comme si la ville elle-même aspirait la vie de tout. Le lendemain, Milford ne semblait pas moins étrange. Le dîner était ouvert, mais les rares clients mangeaient en silence, les yeux fixés sur leurs assiettes, évitant son regard. La serveuse, une jeune femme à la peau pâle et aux mains nerveuses, prit sa commande sans un mot, ses gestes rapides, comme si elle craignait de s'attarder. Quand Ben tenta de faire la conversation, demandant des détails sur le défilé, son visage se crispa, et elle murmura « N'y va pas. Ce n'est pas pour toi. » Les autres clients se figèrent, leur fourchette à mi-chemin de leur bouche, leur regard le frôlant une fraction de seconde avant de revenir à leur nourriture. L'air dans le dîner devint plus froid, le silence plus lourd, et Ben sentit un frisson dans la nuque, comme s'il venait de marcher sur une tombe. Au soir, la curiosité brûlait plus fort que son malaise. Le défilé silencieux était le seul sujet dont tout le monde parlait, ou plutôt, dont personne ne parlait. Chaque question qu'il posait était accueillie par des lèvres serrées ou des regards tranchants, et plus on lui disait de rester à l'écart, plus il voulait savoir pourquoi. Qu'y avait-il de si spécial à voir des gens défiler en silence? Était-ce une cérémonie religieuse, un mémorial, un rituel bizarre?
Ben n'était pas du genre à avoir peur facilement, il avait traversé la moitié du pays en stop, dormi dans des ruelles, affronté des ivrognes armés de couteaux, mais quelque chose dans le silence de Milford le rongeait, comme une écharde sous la peau. Il décida de regarder le défilé, juste de loin, pour comprendre l'agitation. Il se promit de rester silencieux, de rester caché, et de quitter la ville le lendemain matin avec une histoire à raconter. À la tombée de la nuit, la ville devint encore plus calme, si c'était possible. Les réverbères s'atténuèrent, leur lueur touchant à peine le trottoir, et l'air devint vif, portant une légère odeur aigre, comme de la terre humide et de la pourriture. Ben sortit de la pension, ignorant le regard d'avertissement de Madame Carvé depuis le porche, et trouva une cachette au bord de la rue principale, à moitié dissimulée derrière une boîte aux lettres rouillées. La rue était vide, les boutiques sombres, leurs fenêtres ne réfléchissant que le faible scintillement des lumières. Il vérifia sa montre 20h55 et attendit, le souffle court, le cœur battant un peu trop vite. À 21h précises, le silence s'épaissit, un poids suffocant qui pesait sur sa poitrine. Puis il entendit un léger bruissement, comme des pas sur des feuilles sèches, venant du bout de la rue. Le défilé commença, une marche lente et délibérée de villageois avançant en parfaite harmonie. Hommes, femmes, enfants, tous vêtus de vêtements sombres et simples, leurs visages pâles et inexpressifs, leurs yeux fixés droit devant. Ils marchaient sans bruit, leurs pieds touchant à peine le sol, leurs mouvements étrangement fluides, comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. Personne ne parlait, personne ne toussait, personne ne respirait trop fort. C'était comme si toute la ville était devenue un seul organisme, se déplaçant comme un seul, silencieux comme la mort. Ben regardait, sa peau frissonnant, sa bouche sèche. Ils étaient des dizaines, peut-être une centaine, s'étendant le long de la rue en une longue ligne ininterrompue. Leurs visages étaient faux, trop pâles, trop immobiles, comme des masques sculptés dans de la cire. Il ne voyait pas leurs yeux clairement, mais quelque chose en eux lui nouait l'estomac, comme s'ils ne regardaient pas le monde mais à travers lui, dans quelque chose d'autre. Le défilé passa devant lui, leurs pas parfaitement synchronisés, le silence si absolu qu'il semblait un cri coincé dans sa gorge. Il voulait partir, courir à la pension et verrouiller la porte, mais ses pieds semblaient enracinés, sa curiosité l'enchaînant sur place. C'est alors qu'il le fit. Il n'avait pas prévu, n'y avait même pas pensé. Le silence était trop contre nature, pesant sur lui comme un poids qu'il ne pouvait supporter. Il se pencha légèrement et murmura « Qu'est-ce que c'est ?» Le monde s'arrêta. Chaque visage du défilé se tourna vers lui d'un seul coup, des dizaines de masques pâles et sans vie pivotant dans sa direction avec une précision mécanique. Leurs yeux, mon Dieu, leurs yeux brillaient faiblement, d'un blanc maladif, comme du clair de lune emprisonné dans du givre. Le cœur de Ben se figea, son souffle se bloqua dans sa poitrine. Il trébucha en arrière, la boîte aux lettres s'enfonçant dans son dos, mais les marcheurs ne s'approchèrent pas. Ils le fixaient, leurs yeux brillants le transperçant, sans cligner, implacables, comme s'ils pouvaient voir chaque pensée dans sa tête, chaque peur dans son âme. Le silence devint plus lourd, plus épais, une chose vivante qui l'enveloppait, pressant l'air hors de ses poumons. Il tenta de parler à nouveau, de s'excuser, de dire quoi que ce soit, mais sa voix mourut dans sa gorge, les mots se transformant en cendres. Les marcheurs ne clignaient pas, ne respiraient pas, juste regardaient, leurs yeux brillant le brûlant. Puis, d'un seul mouvement, ils se détournèrent, reprenant leur marche, leurs pas silencieux mais plus lourds, comme si la terre tremblait sous leur poids. Les jambes de Ben tremblaient, son corps criait de courir, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas détourner les yeux. Le défilé continua, disparaissant au détour de la rue, mais l'air ne s'allégea pas, le silence ne se brisa pas. Il était seul à nouveau, ou du moins, le croyait-il. Un bruit vint de derrière lui, un léger raclement, comme des pas traînant sur le gravier. Il se retourna, le cœur battant, mais la rue était vide, les ombres immobiles. L'air était plus froid, assez vif pour piquer sa peau, et l'odeur aigre était plus forte, comme quelque chose pourrissant hors de vue. Il recula, ses bottes raclant le trottoir, ses yeux scrutant chaque coin, chaque ruelle. La ville semblait vivante, observant, attendant, son silence un piège déjà déclenché. Il regagna la pension, ses mains tremblantes alors qu'il cherchait la clé. Madame Carvé n'était nulle part, la maison sombre et silencieuse, l'air à l'intérieur épais de cette même odeur aigre. Il verrouilla sa porte, la vérifia 2 fois, et s'assit sur le lit, le souffle haché, l'esprit en ébullition. Que étaient ses yeux? Pourquoi s'était-il tourné ainsi? Il se dit que c'était un jeu de lumière, un rituel de petite ville qu'il avait mal compris, mais le souvenir de ses regards brillants brûlait dans son esprit, acéré et froid, comme une lame pressée contre sa gorge.
Le sommeil ne vint pas. La chambre était trop immobile, le silence trop lourd, brisé seulement par des sons irréguliers, un craquement dans le couloir, un tapotement à la fenêtre, un bourdonnement bas qui semblait venir des murs eux-mêmes. Ben serra ses genoux, les yeux fixés sur la porte, attendant que quelque chose arrive, redoutant que cela n'arrive. La nuit s'étirait, interminable et cruelle, chaque minute plus lourde que la précédente. Il n'osait pas allumer la lumière, n'osait pas faire de bruit. Le silence n'était plus seulement dehors, il était en lui, un poids écrasant sa poitrine, une présence observant depuis les ombres. À l'aube, la ville semblait normale à nouveau, ou aussi normale que Milford pouvait l'être. Les réverbères étaient éteints, le dîner ouvert, les locaux vacants à leurs occupations avec les mêmes mouvements silencieux et prudents. Mais Ben remarqua les regards, des coups d'œil rapides et tranchants de la serveuse, de l'épicier, du vieil homme balayant le trottoir. Il savait qu'il avait été au défilé. Il savait qu'il avait parlé. Il le voyait dans leurs yeux, non plus brillants mais sombres et complices, comme s'ils partageaient un secret qu'ils n'étaient pas censés comprendre. Il fit son sac, prêt à partir, mais le bus n'arrivait qu'au soir, et la journée semblait un piège. Partout où il allait, le silence le suivait, plus épais, mêlé de cette odeur aigre qui collait à ses vêtements. Il évitait la rue principale, restant dans les ruelles, mais la ville semblait se déplacer autour de lui, les rues bouclant de manière insensée, le ramenant toujours au centre de Milford. Le dîner, les boutiques, la pension, ils étaient toujours là, à un tournant, comme si la ville le gardait, le rapprochait. L'après-midi, il n'en pouvait plus. Il alla au dîner, espérant des réponses, et trouva le vieil homme de la veille, le visage ridé et fatigué, les yeux lourds d'une sorte de pitié. « Tu as parlé, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix basse, à peine audible par-dessus le cliquetis des assiettes. Ben se figea, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. « Tu l'as senti, là dehors. » Le silence. Ce n'est pas juste un défilé. C'est une promesse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Ben, la voix tremblante, bien qu'il redoutât déjà la réponse. Le vieil homme se pencha, son haleine aigre, ses yeux scrutant la porte comme s'il s'attendait à ce que quelque chose entre. Milford est vieille, plus vieille qu'elle n'en a l'air. Dans les années 1800, quelque chose s'est passé ici, quelque chose de terrible. Les villageois ont fait un pacte pour le garder enfoui, pour les garder silencieux. Le défilé silencieux est leur prix. Chaque année, nous marchons, nous restons silencieux, et ils nous laissent vivre. Mais si tu parles... Il s'interrompit, ses yeux croisant ceux de Ben, sombres et lourds. Ils t'entendent. Et ils ne lâchent pas. La bouche de Ben devint sèche, son cœur battant. « Qui sont-ils » murmura-t-il, bien qu'il ne fût pas sûr de vouloir savoir. Le vieil homme ne répondit pas, se contentant de secouer la tête et de se détourner, ses mains tremblantes serrant sa tasse. Le dîner redevint silencieux, les autres clients fixant leurs assiettes, leurs visages pâles, leurs yeux évitant les siens. Ben partit, les jambes chancelantes, l'air extérieur plus froid, l'odeur aigre plus forte, comme si elle venait de lui. Il voulait courir, faire du stop, faire n'importe quoi pour quitter Milford, mais la ville semblait une cage, ses rues se refermant, son silence une chaîne autour de sa poitrine. La nuit tomba trop vite, le ciel virant au violet, les réverbères s'allumant faiblement. Ben resta dans sa chambre, la porte verrouillée, les rideaux tirés, mais le silence était plus fort, un rugissement dans ses oreilles, un poids qui faisait mal aux os. Il le sentait, la ville observait, attendait, l'air épais d'anticipation. Puis, à 21h, le bruissement recommença, ce léger raclement de pas dans la rue en bas. Le défilé silencieux avait repris. Il ne voulait pas regarder, ne voulait pas savoir, mais quelque chose le tira vers la fenêtre, ses mains tremblantes écartant les rideaux. Les marcheurs étaient là, avançant dans la rue principale en une harmonie étrange, leurs visages pâles, leurs yeux brillant faiblement, comme des braises dans un feu mourant. Mais cette fois, ils ne passaient pas simplement. Ils s'arrêtèrent, tous, et se tournèrent vers la pension, leurs yeux brillants fixés sur sa fenêtre, sans cligner, implacables. Le souffle de Ben s'arrêta, son cœur cognant contre ses côtes. Il recula, les rideaux retombant, mais il sentait encore leur regard, brûlant à travers les murs, à travers sa peau, dans son âme. Les pas se firent plus forts, plus proches, plus dans la rue mais sur le porche, dans le couloir, devant sa porte. Le silence disparut, remplacé par un chant bas, un bourdonnement, sans voix chuchotant sans mots, un son qui vibrait dans sa poitrine, ses os, ses dents. Il recula contre le mur, ses mains cherchant quelque chose, n'importe quoi pour se défendre, mais il n'y avait rien, juste le lit bosselé, la table de nuit ébréchée, la chaise vide qui semblait l'observer avec une malice silencieuse.
La porte grinça, lente et délibérée, la serrure tournant d'elle-même. Le cri de Ben mourut dans sa gorge, sa voix volée, remplacée par une douleur froide et creuse. La porte s'ouvrit, révélant les marcheurs, leurs visages pâles remplissant le cadre, leurs yeux brillants comme des lanternes dans le noir. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas, juste regardaient, leur présence un poids qui l'écrasait, le tirant vers eux. Il tenta de lutter, de repousser, mais son corps ne lui obéissait plus, ses jambes avançant d'elles-mêmes, vers la porte, vers le défilé. Ils l'entourèrent, leurs mains froides frôlant ses bras, son visage, leur toucher comme de la glace qui brûlait. Il voulait crier, supplier, mais sa voix était partie, avalée par le silence, par le chant qui remplissait son esprit, son âme. Ils le conduisirent dehors, dans la rue, où le défilé attendait, leurs yeux brillant une mer de lumière dans l'obscurité. Il en faisait partie maintenant, ses pieds bougeant au rythme des leurs, son corps ne lui appartenant plus. Le silence était en lui, une chose vivante, le liant à la marche, à la ville, à la malédiction qui les tenait tous. La nuit s'étira, infinie, le défilé traversant des rues qui tournaient et bouclaient, sans fin, sans changement. L'esprit de Ben criait, mais son corps marchait, silencieux et obéissant, ses yeux brillant faiblement, comme les autres. Il les sentait maintenant, les esprits qui liaient la ville, anciens et affamés, leur chuchotement une chaîne qui le tenait fermement. Il était à eux, et ils étaient à lui, pour toujours. 1 an passa, ou peut-être 100, le temps n'avait plus de sens à Milford. Le bus entra à nouveau dans la ville, ses phares perçant l'obscurité d'octobre, son seul passager descendant sur le parking de gravier avec un sac à dos sur l'épaule. L'air était lourd, le silence épais, les réverbères scintillant faiblement. La nouvelle venue, une jeune femme aux yeux curieux, marcha dans la rue principale, sentant le regard de la ville sur elle, ses secrets cachés dans les ombres. Demain soir, le défilé silencieux marcherait à nouveau, silencieux et implacable, sous un ciel sans lune. Les villageois la mettraient en garde, leurs voix basses, leurs yeux sombres de peur. « Reste à l'écart », dirait-il. « Ne parle pas. » Mais la curiosité est puissante, plus forte que les avertissements, plus forte que la peur. Et quand le défilé commencera, quand le silence l'enveloppera comme un linceul, restera-t-elle silencieuse? Ou murmurera-t-elle, juste une fois, et sentira-t-elle le poids de 100 yeux brillants? Certaines traditions sont des pièges, attendant que les curieux trébuchent. Certains silences sont plus bruyants que des cris. Et certaines nuits, quand l'air est immobile et les rues sombres, vous entendrez le bruissement du défilé silencieux, vous appelant à rejoindre. Resterez-vous silencieux? Ou parlerez-vous? Histoire numéro 2: la cloche qui ne s'arrête jamais. Certains sons sont plus que du bruit. Ils sont une convocation, un avertissement, une malédiction. À Hollowbrook, une cloche d'église sonne chaque nuit à 3 heures du matin, retentissant d'un lieu abandonné depuis longtemps. Si vous l'entendez, n'écoutez pas trop longtemps. Voici l'histoire de 4 adolescents qui ont cherché des réponses dans le noir, et ont trouvé quelque chose qui ne lâche jamais. La cloche sonna à 3 heures du matin, claire et tranchante, perçant l'air immobile de Hollowbrook comme une lame. Son bruit n'était pas seulement fort, il était lourd, un clang profond et résonnant qui vibrait dans les os, les dents, l'âme. Ethan Carter se figea dans son lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, son cœur battant alors que l'écho persistait, s'estompant dans la nuit. Hollowbrook était une petite ville, où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient difficiles à garder. Mais la cloche était différente. Elle sonnait chaque nuit, toujours à 3 heures, depuis l'ancienne église sur la colline, une relique en ruine que personne n'avait touchée depuis 50 ans. Ethan, 17 ans et agité, l'avait entendue toute sa vie, mais ce soir, elle semblait plus proche, plus lourde, comme si elle l'appelait lui. Hollowbrook n'avait rien d'extraordinaire, un groupe de maisons usées, un dîner avec un café graisseux, et une rue principale figée dans les années 1975. L'église, Saint-Agnès, trônait au bord de la ville, son clocher déchiqueté contre le ciel comme une dent cassée. Ses fenêtres étaient barricadées, ses murs tachés de mousse et de temps, et la tour de la cloche dominait la ville, silencieuse sauf à cette heure impie. La grand-mère d'Ethan disait que la cloche était maudite, qu'elle sonnait pour les morts, pour les âmes piégées dans l'église après un incendie dans les années 1970 qui tua la moitié de la congrégation. « N'y va pas », avertissait-elle, la voix tranchante, les yeux lointains. « Cette cloche ne sonne pas pour les vivants. » Ethan levait les yeux au ciel, mettant cela sur le compte des superstitions de vieille dame. Mais maintenant, dans l'obscurité, l'écho de la cloche résonnant dans sa poitrine, il n'était plus si sûr. Il n'était pas le seul à ne pas dormir à cause d'elle. À l'école le lendemain, ses amis parlaient de la cloche, leur voix basse, leurs yeux scrutants comme s'ils craignaient d'être entendus.
Mia, audacieuse et à la langue acérée, se pencha sur la table de la cafétéria, ses cheveux noirs tombant sur son visage. « Ça doit être quelqu'un qui fait une blague, » dit-elle, plantant sa fourchette dans un tas de frites. « Pas possible qu'une cloche sonne toute seule pendant 50 ans. On devrait aller vérifier ce soir. » Lucas, le discret, remonta ses lunettes sur son nez et secoua la tête, le visage pâle. « Tu sais ce qu'on dit. Ceux qui entrent là-dedans n'en sortent pas indemnes. » Mais Mia se contenta de sourire, ses yeux pétillants d'une audace qu'Ethan admirait secrètement. Sarah, la voix de la raison du groupe, mâchonnait sa lèvre, tordant une mèche de cheveux blonds. « Et si c'était vrai ?» murmura-t-elle. « Et si c'était des fantômes ou quelque chose ?» Ethan rit, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était. « Les fantômes ne sonnent pas les cloches, Sarah. C'est probablement un type louche qui nous joue un tour. J'en suis. » Il ne croyait pas vraiment aux fantômes, mais le son de la cloche avait laissé un poids dans sa poitrine, un tiraillement qui le poussait à savoir, à voir. Mia sourit, Lucas gémit, et Sarah soupira, mais ils acceptèrent tous ce soir. Ils s'introduiraient dans Saint-Agnès pour découvrir qui ou quoi faisait sonner cette cloche. La journée s'étira, l'air à Hollowbrook devenant plus lourd à mesure que le soleil descendait, peignant le ciel en nuances de violet blessé. À 2 heures du matin, les 4 étaient réunis au bord de la ville, lampe de poche en main, leur souffle formant des nuages dans l'air frais d'octobre. L'église se dressait devant, sa silhouette sombre et déchiquetée contre un ciel sans étoiles. Les planches sur les fenêtres étaient fendues, certaines pendantes, et les portes principales, autrefois grandioses, étaient déformées et craquelées, leur peinture s'écaillant comme de la peau morte. La tour de la cloche s'élevait au-dessus, son clocher incliné, la cloche elle-même cachée dans l'ombre. L'estomac d'Ethan se noua, une froideur d'inquiétude se resserrant à leur approche. L'air sentait mauvais aigre, comme de la terre humide et de la pourriture, avec une légère note métallique qui lui brûlait le nez. Mia ouvrit la marche, son faisceau de lampe torche perçant l'obscurité, ses pas audacieux malgré le silence oppressant autour d'eux. « Allez, les bébés » murmura-t-elle, sa voix tranchante mais basse, comme si elle craignait de briser le silence. Lucas serrait sa lampe comme une bouée, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes, tandis que Sarah restait près d'Ethan, son épaule frôlant la sienne, son souffle rapide et court. L'église semblait les observer, ses fenêtres comme des yeux, ses murs respirant d'un léger craquement rythmique qui n'était pas tout à fait le vent. Les portes principales étaient déverrouillées, ce qui fut la première chose à sembler fausse. Ethan s'attendait à un cadenas, une chaîne, quelque chose pour tenir les gens à l'écart, mais les portes s'ouvrirent avec un gémissement bas, le son résonnant dans l'obscurité à l'intérieur. L'air était plus froid là-dedans, épais de poussière et de cette odeur de pourriture aigre qui collait à leurs vêtements. Leurs lampes balayaient la nef, révélant des bancs cassés, des toiles d'araignée pendant comme des rideaux, et un autel brisé à l'autre bout, sa croix penchée et noircie, comme brûlée. Les vitraux, miraculeusement intacts, brillaient faiblement dans le noir, leur couleur atténuée mais vive rouge, bleu, or, dépeignant des seins aux yeux creux et aux mains tendues. « Cet endroit est une ruine » marmonna Mia, mais sa voix tremblait, trahissant son assurance. Elle avança, ses baskets crissant sur le verre et les débris, et les autres suivirent, leurs faisceaux tremblant dans leurs mains. Le silence était plus lourd à l'intérieur, une chose vivante qui pressait contre leurs oreilles, leur poitrine, rendant chaque respiration volée. Le cœur d'Ethan battait fort, pas seulement de peur mais d'une sensation plus profonde, comme si l'église elle-même tirait sur lui, jouant avec son pouls. Ils trouvèrent les escaliers menant à la tour de la cloche derrière l'autel, une spirale étroite de bois déformé et de fer rouillé, menant dans l'obscurité. Mia passa en premier, son faisceau rebondissant sur les murs, révélant des griffures et des taches qui semblaient trop intentionnelles, comme des marques de griffes ou des mots dans une langue qu'aucun d'eux ne connaissait. Lucas hésita, sa voix à peine un murmure. « On ne devrait pas être ici. Ça semble mauvais. » Mais Mia lui lança un regard, et Ethan le poussa en avant, son propre malaise noyé par le besoin de savoir. Sarah saisit la main d'Ethan, ses doigts froids et tremblants, et ils montèrent, les marches craquant sous leur poids, l'air devenant plus froid, plus épais, à chaque pas. La tour de la cloche était une petite pièce circulaire, ses murs noircis de suie, le sol jonché de planches cassées et de poussière. La cloche pendait au-dessus, massive et ancienne, sa surface piquée et sombre, oscillant légèrement bien qu'il n'y ait pas de vent. Le faisceau de la lampe d'Ethan l'éclaira, et son souffle se bloqua. La cloche n'était pas juste vieille, elle était mauvaise. Ses bords semblaient scintiller, comme de la chaleur montant de l'asphalte, et l'air autour d'elle pulsait, lourd et vivant, comme un battement de cœur. L'odeur aigre était plus forte ici, mêlée de quelque chose de piquant, comme de l'ozone ou du sang,
et la peau d'Ethan frissonna, son cœur s'emballant d'une manière qui n'était pas seulement de la peur. « Il est presque 3 heures, murmura Mia, vérifiant son téléphone, mais l'écran vacilla et s'éteignit, comme celui d'Ethan la veille. La lampe de Lucas clignota aussi, le faisceau s'atténuant, puis s'évasant, projetant des ombres déchiquetées qui semblaient bouger seules. Sarah serra le bras d'Ethan, sa voix un murmure tremblant. « On devrait partir. Tout de suite. » Mais avant que quiconque puisse bouger, la cloche sonna. Le son était assourdissant, un clang profond et ébranlant qui secoua la tour, le sol, leur corps. Le cœur d'Ethan cogna contre ses côtes, non seulement à cause du bruit mais d'une douleur aiguë et brûlante, comme si quelque chose serrait sa poitrine, tirant sur sa vie. Mia halta, saisissant sa tête, sa lampe tombant au sol. Lucas trébucha, ses lunettes glissant, son visage pâle comme de l'os. Sarah cria. Un son coupé court alors que la cloche sonnait à nouveau, plus fort, plus lourd, l'air vibrant de sa puissance. « Il n'y a personne ici !» cria Mia, sa voix se brisant, ses yeux écarquillés alors qu'elle tournait sur elle-même, cherchant un sonneur, une corde, n'importe quoi. Mais la cloche oscillait seule, lente et délibérée, son mouvement contre nature, comme tiré par des mains invisibles. Chaque son était un marteau dans leur poitrine, leur cœur battant douloureusement, leur respiration courte et saccadée. La vision d'Ethan se brouilla, des points dansant dans ses yeux, et il le sentit une traction, profonde et froide, comme si la cloche tirait quelque chose de lui, quelque chose de vital. « On doit sortir !» hurla Lucas, sa voix aiguë et paniquée, mais le troisième son arriva, et il tomba à genoux, serrant sa poitrine, son visage tordu de douleur. Sarah pleurait maintenant, ses mains sur ses oreilles, son corps tremblant alors qu'elle reculait vers les escaliers. Ethan saisit son bras, l'attirant, mais la cloche sonna encore, et ses jambes fléchirent, la douleur dans sa poitrine assez forte pour voler son souffle. Mia tenait encore debout, les poings serrés, le visage défiant, mais même elle était pâle, ses yeux écarquillés d'une émotion qui n'était pas seulement de la peur, c'était de la compréhension. Ils trébuchèrent dans les escaliers, les sons de la cloche les poursuivant, chacun plus fort, plus lourd, comme un poing s'écrasant sur leurs âmes. L'église semblait changer, les murs se resserrant, les ombres s'étirant et se tordant, formant des formes, mains, visages, yeux qui scintillaient à la périphérie de leur vision. La lampe d'Ethan s'éteignit, les plongeant dans l'obscurité, mais les vitraux brillaient plus fort maintenant, leurs couleurs pulsant, les visages des saints changeant, leurs bouches ouvertes dans des cris silencieux. En bas des escaliers, ils atteignirent la nef, mais les portes étaient fermées, scellées, bien qu'ils les aient laissées ouvertes. Ethan frappa dessus, ses poings douloureux, son cœur criant à chaque son de la cloche. Mia donna des coups de pied dans le bois, sa voix rauque à force de crier, mais les portes ne bougèrent pas, l'église les retenant comme un piège. Lucas était au sol maintenant, haletant, ses mains griffant sa poitrine, ses yeux écarquillés et aveugles. Sarah était à côté de lui, ses sanglots étouffés, son corps tremblant alors que la cloche sonnait encore, le son une force physique qui les pressait, volait leur force. « Arrêtez ça !» cria Mia, sa voix brisée, mais la cloche n'écoutait pas. Elle sonna encore, et Lucas s'immobilisa, son corps mou, ses yeux ouverts mais vides, fixant le néant. Les cris de Sarah se transformèrent en gémissements, ses mains cherchant Ethan, mais le son suivant frappa, et elle s'effondra, son corps s'écroulant comme une poupée de chiffon, son souffle partit. Le cœur d'Ethan était un tambour, chaque battement douloureux, sa vision se rétrécissant en un tunnel alors que la cloche sonnait encore, implacable, inébranlable. Mia saisit son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, son visage pâle et féroce. « Cours !» siffla-t-elle, le tirant vers l'autel, vers une porte latérale qu'il n'avait pas remarquée. Mais la cloche sonna, et les jambes d'Ethan cédèrent, son corps heurtant le sol, la douleur dans sa poitrine, un feu brûlant dans ses veines. Mia tenait encore debout, le traînant, sa force s'amenuisant, son souffle venant par à-coups. L'église était vivante maintenant, les murs pulsant, les ombres bougeant, s'étendant, leurs mains froides et acérées frôlant sa peau. Le dernier son arriva, et Mia tomba, son corps immobile, ses yeux écarquillés et brillants, comme les seins dans les vitraux. Ethan tenta de crier, mais sa voix était partie, sa gorge à vif, son corps lourd comme de la pierre. Les ombres se rapprochèrent, leur toucher comme de la glace, leur chuchotement remplissant son esprit. Pas des mots mais un bourdonnement, un chant, une convocation qui tirait sur son âme. La cloche sonna une dernière fois, et tout devint noir. Le matin vint à Hollowbrook, le soleil se levant lentement et pâle, projetant de longues ombres sur la ville. L'église restait comme toujours, silencieuse maintenant, sa cloche immobile, ses fenêtres sombres. Les villageois vaquaient à leurs occupations, leurs visages tendus, leurs yeux évitant la colline où trônait Saint Agnès.
Personne ne parlait des 4 adolescents disparus, bien que tout le monde le sache. Personne n'approchait de l'église, bien que la cloche sonnerait à nouveau à 3 heures du matin, comme toujours, appelant les perdus, les curieux, les damnés. Dans le dîner, le vieil homme qui avait averti la grand-mère d'Ethan des années plus tôt sirotait son café, ses mains fermes mais ses yeux lourds. « Ils y sont allés, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à la serveuse, qui hocha la tête, le visage pâle, les mains tremblantes en versant une autre tasse. « La cloche prend toujours ce qu'elle veut, dit-il, sa voix basse, comme une prière pour le pardon. Cette nuit-là, à 3 heures du matin, la cloche sonna à nouveau, son écho résonnant à travers Hollowbrook, secouant les fenêtres, faisant trembler les os. Les villageois restèrent dans leurs lits, leurs portes verrouillées, leurs prières silencieuses. Mais sur la colline, dans les vitraux de l'église, de nouveaux visages apparurent, 4 d'entre eux, les yeux écarquillés, les bouches ouvertes dans des cris silencieux, leur lueur faible mais indéniable. Ethan, Mia, Lucas, Sarah, piégés pour toujours dans le verre, leurs âmes liées à la cloche, à l'église, à la malédiction qui ne s'arrêtait jamais. Certains sont plus que du bruit, ils sont une revendication, une chaîne, une cage. À Hollowbrook, la cloche sonne chaque nuit, appelant ceux qui écoutent trop attentivement. Si vous l'entendez, ne cherchez pas. Ne montez pas la colline. N'ouvrez pas la porte. Car certaines nuits, quand l'air est immobile et que la cloche commence à sonner, ce n'est pas juste un son, c'est une convocation. Y répondrez-vous? Histoire numéro 3. La ville sans ombre. Certains lieux cachent leur obscurité à la vue de tous, là où le soleil brille mais ne laisse aucune trace. À Greyfield, les ombres ne tombent pas, mais elles observent. Voici l'histoire d'un homme qui a vu ce qui n'aurait pas dû être vu, et a appris pourquoi certaines villes ne vous laissent jamais partir. Le soleil trônait haut sur Greyfield, un disque brillant et implacable dans un ciel sans nuages, mais quelque chose n'allait pas. Jake Ellis le remarqua dès qu'il descendit du Greyhound, ses bottes soulevant la poussière du trottoir fissuré de l'arrêt de bus. La lumière était trop vive, trop nette, peignant le monde en blanc et gris austère, mais rien ne projetait d'ombre, ni le panneau rouillé, ni les bancs déformés, ni même Jake lui-même. Il baissa les yeux vers ses pieds, s'attendant à voir le contour sombre familier, mais le sol était nu, comme si le soleil refusait de le reconnaître. Sa peau frissonna, une froide inquiétude se nouant dans son ventre. Greyfield n'était pas juste calme, elle était fausse, comme une photo dont les couleurs avaient été drainées, un lieu où le monde retenait son souffle. Greyfield était une ville insignifiante, un point au cœur du Midwest où les champs s'étendaient à l'infini et les routes semblaient bouclées sur elles-mêmes. Jake, un photographe chassant des histoires pour son blog, en avait entendu parler dans un dîner à 2 états de là, par un camionneur. « Endroit bizarre », avait dit l'homme, la voix basse, les yeux scrutant la porte. Pas d'ombre. Personne n'en parle. Si tu y vas, continue de bouger. Jake avait ri, pensant à une légende de petite ville, une bizarrerie à photographier pour quelques clics. Mais maintenant, debout dans la rue vide sous le soleil écrasant, l'absence de son ombre semblait un avertissement qu'il avait été trop têtu pour écouter. La ville était petite, une poignée de bâtiments usés regroupés autour d'une seule intersection. Un dîner avec une enseigne au néon vacillante, une station-service avec des pompes si vieilles qu'elles semblaient des reliques, et une rangée de maisons à la peinture écaillée et aux fenêtres voilées. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre sèche et de quelque chose de plus piquant, comme du métal brûlé ou du vieux sang. Jake ajusta la sangle de son appareil photo, ses doigts frôlant le cuir usé, et commença à marcher. Les locaux avançaient lentement, leurs visages pâles, leurs yeux baissés, évitant le soleil comme s'il leur faisait mal. Une femme en robe décolorée passa, ses pas silencieux, son corps sans ombre. Un homme s'appuya contre un réverbère, sa fumée de cigarette s'élevant, mais le sol sous lui était vide, sans la silhouette sombre qui aurait dû être là. Le cœur de Jake battait plus vite, sa bouche sèche. Il voulait demander, exiger des réponses, mais leurs yeux plats, méfiants, presque vides le gardaient silencieux. Il s'enregistra au seul motel, un bâtiment trapu avec une enseigne indiquant « Greyfield Rest » en lettres rouges écaillées. Le réceptionniste, un homme maigre à la peau comme du parchemin et aux yeux qui ne clignaient pas assez, lui tendit une clé sans un mot. « Pas de photo après la tombée de la nuit », dit-il, sa voix basse et rauque, comme s'il avait avalé du gravier. Jake hocha la tête, la gorge serrée, mais le regard du réceptionniste s'attarda, lourd et complice, comme s'il voyait les questions brûlant dans l'esprit de Jake. La chambre était petite, l'air vicié, le lit affaissé sous une couverture sentant la poussière et le temps. Jake posa son appareil sur la table de nuit, son objectif scintillant dans la lumière dure du soleil entrant par la fenêtre.
Il essaya de chasser le malaise, se disant que c'était un jeu de lumière, une particularité géographique de la ville, mais le souvenir de la rue sans ombre le collait, froid et lourd, comme une main sur son épaule. La journée passa lentement, le soleil refusant de s'adoucir, sa lumière se déversant sur Greyfield comme un projecteur sur une scène vide. Jake erra dans la ville, son appareil lourd autour de son cou, prenant des photos du dîner, de la station-service, des maisons qui semblaient se pencher vers l'intérieur, observant. Les locaux l'évitaient, traversant la rue quand il approchait, leurs visages détournés, leurs pas rapides et silencieux. Il tenta de parler à quelques-uns, un vieil homme balayant le trottoir, une femme s'occupant d'un jardin clairsemé, mais ils l'ignorèrent, leurs voix sèches, leurs yeux scrutant le sol où leurs ombres auraient dû être. « Ne demande pas, » murmura le vieil homme, son balai raclant le trottoir. « Laisse tomber. » La femme ne dit rien, se contentant de le fixer, ses yeux sombres et creux, comme des puits sans fond. L'après-midi, la curiosité de Jake était un feu, brûlant plus fort que sa peur. Il ne pouvait pas partir sans réponse, sans preuve. Il trouva un endroit près du dîner, où un groupe de locaux était assis sur des bancs, leurs visages vides, leurs corps sans ombre sous le soleil implacable. Il leva son appareil, cadrant une photo d'une jeune femme en robe bleue, ses cheveux attachés, ses mains croisées sur ses genoux. Elle ne le remarqua pas, son regard fixé sur l'horizon, son expression vide. Jake pressa le déclencheur, le clic retentissant dans l'air silencieux, et vérifia l'écran. Son souffle se coupa, son cœur bégayant. Dans la photo, la femme était nette, sa robe bleue vive contre le trottoir gris. Mais derrière elle, là où son ombre aurait dû être, il y avait autre chose, une forme sombre et tordue, humaine mais fausse, ses bords déchiquetés, sa forme pulsant comme un battement de cœur. Elle avait un visage, ou quelque chose de semblable, avec des yeux brillants de blanc et une bouche étirée en un sourire plein de dents acérées et luisantes. L'ombre n'était pas attachée à elle, elle était vivante, debout juste derrière, ses mains griffues planant sur ses épaules, son sourire affamé, prédateur. Les mains de Jake tremblaient, l'appareil lui glissant presque des doigts. Il leva les yeux, s'attendant à la voir, mais la femme était seule, son corps sans ombre, son visage toujours vide, inconscient. Il recula, son cœur battant, son souffle court. L'air semblait plus lourd, l'odeur métallique et aigre plus forte, collant à sa peau. Il voulait montrer à quelqu'un, exiger des réponses, mais les locaux l'observaient maintenant, leurs yeux plissés, leurs visages tendus de quelque chose comme de la colère ou de la peur. Il se précipita au motel, verrouillant la porte derrière lui, son esprit en ébullition. La photo était réelle, indéniable, mais qu'était-ce? Un jeu de lumière? Un problème avec l'appareil? Ou quelque chose de pire, quelque chose ici? Il vérifia l'image à nouveau, zoomant, et le sourire de l'ombre semblait plus large, ses yeux plus brillants, comme si elle savait qu'il regardait. Le soleil se coucha lentement, le ciel virant au violet blessé, la lumière s'estompant mais ne s'adoucissant jamais. Jake resta dans sa chambre, les rideaux tirés, la porte verrouillée, mais le silence était pire, épais et oppressant, brisé seulement par des sons irréguliers, un raclement dehors, un craquement dans le couloir, un bourdonnement bas venant des murs. Il tenta de télécharger la photo sur son blog, mais son téléphone s'éteignit, son écran noir malgré une charge complète. L'appareil vacilla aussi, l'image de l'ombre clignotant, le sourire s'élargissant à chaque regard. Sa peau se hérissa, son cœur s'emballant, l'air dans la chambre devenant plus froid, plus lourd, comme s'il le pressait. À minuit, les sons commencèrent. Un raclement doux, comme des pas traînant sur le trottoir, venant de la rue dehors. Jake écarta les rideaux, juste un peu, et regarda. La ville était sombre, les réverbères faibles, leur lueur touchant à peine le sol. Mais les rues n'étaient pas vides. Des formes bougeaient dans les ombres, pas des gens, pas des animaux, mais des choses, sombres et fluides, glissant entre les bâtiments, leurs formes se tordant et changeant comme de la fumée. C'étaient des ombres, détachées de leurs hôtes, leurs bords déchiquetés, leurs yeux brillants de blanc, leurs bouches souriant de ces dents acérées et affamées. Elles bougeaient avec intention, chassant, leurs formes s'étirant et s'enroulant, glissant sur les murs, sous les portes, à travers les fissures du trottoir. Le souffle de Jake s'arrêta, son cœur cognant contre ses côtes. Il laissa retomber le rideau, reculant, mais les sons suivirent, plus proches, raclant contre les murs du motel, tapant à la fenêtre, chuchotant son nom dans une voix inhumaine. Jake, Jake, Jake. C'était bas, guttural, un chœur de voix superposées, chacune acérée et affamée, comme des dents mordant son esprit. Il saisit son appareil, le serrant comme un talisman, mais l'écran vacilla, le visage de l'ombre le remplissant, son sourire large, ses yeux fixés sur lui.
Il le lâcha, le claquement retentissant dans la pièce silencieuse, et se précipita vers la porte, vérifiant la serrure, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine saisir la poignée. Les ombres étaient à l'intérieur maintenant, ou du moins, c'était ce qu'il ressentait, l'air était trop lourd, trop froid, la pièce trop sombre, les coins pulsants de formes qui n'étaient pas là quand il regardait directement. Il le sentit alors, un tiraillement à ses pieds, subtil mais réel, comme si quelque chose tirait sur son ombre ou ce qui aurait dû être son ombre. Il baissa les yeux, son cœur s'arrêtant. Le sol était vide, mais il le sentait, un tiraillement froid et acéré, comme si son ombre essayait de se détacher, de se libérer. Ses jambes tremblaient, son souffle venant par à-coups paniqués, l'air épais de cette odeur métallique aigre, maintenant mêlée de quelque chose de pire, pourriture, décomposition, l'odeur de quelque chose mort depuis longtemps. Il saisit son sac à dos, désespéré de partir, mais la porte ne bougea pas, la serrure bloquée, la poignée froide comme de la glace. Le raclement était plus fort, pas seulement dehors mais dedans, sous le lit, dans les murs, derrière lui. Il se retourna, son faisceau de lampe tremblant dans sa main. Mais la lumière n'aidait pas, elle passait à travers les ombres, leurs formes intactes, leurs sourires plus larges, leurs yeux plus brillants. Elles étaient partout, glissant sur le plafond, s'amassant dans les coins, leur chuchotement un rugissement maintenant. Jake. 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 Chaque syllabe une griffe dans son esprit. Il trébucha vers la fenêtre, arrachant les rideaux, mais la vitre était noire, ne réfléchissant pas la rue mais eux des dizaines d'ombres, leurs visages pressés contre le carreau, leurs dents luisantes, leurs yeux brillants comme des étoiles mourantes. Il cria, le son brut et désespéré, mais il fut avalé par les chuchotements, par le tiraillement à ses pieds, plus fort, tirant plus fort, comme si son ombre se détachait. Il tomba à genoux, ses mains griffant le sol, essayant de tenir, mais la douleur était aiguë, brûlante, comme si quelque chose déchirait son âme. Les ombres se rapprochèrent, leur forme l'enveloppant, leur toucher froid et acéré, comme des couteaux faits d'obscurité. Il sentit son ombre ou ce qu'elle était s'échapper, une douleur froide et creuse se répandant dans son corps, son cœur ralentissant, son souffle court. Les chuchotements étaient en lui maintenant, remplissant son esprit, ses os, son sang, chantant son nom alors que les ombres le tiraient dans le noir, en elles-mêmes. Il se réveilla dans le silence, ou ce qui passait pour tel à Greyfield. Le soleil était levé, sa lumière dure et implacable, se déversant par la fenêtre comme une inondation. Jake était sur le sol, son appareil à côté de lui, son écran fissuré, le visage de l'ombre disparu. Son corps semblait faux, léger, vide, comme si une partie de lui manquait. Il se releva, ses jambes faibles, son cœur battant, et baissa les yeux. Pas d'ombre. Le sol était nu, la lumière le traversant comme s'il n'était pas là. Son souffle se coupa, ses mains tremblantes touchant sa poitrine, son visage, s'attendant à sentir quelque chose de différent. Mais il était toujours lui-même, où l'était-il? Il saisit son sac à dos et courut, la porte du motel s'ouvrant facilement maintenant. La rue dehors calme mais vivante de locaux vacants à leurs occupations. Ils ne le regardaient pas, ne parlaient pas, mais leurs visages étaient différents, calmes, presque accueillants, leurs yeux croisant les siens avec une lueur complice. La femme du dîner, le vieil homme du trottoir, le réceptionniste du motel y hochaient tous la tête, légèrement mais délibérément, comme s'ils le reconnaissaient, comme s'il appartenait à eux. Le cœur de Jake s'emballa, sa peau froide, l'odeur aigre collant à lui, maintenant une partie de lui. Il atteignit l'arrêt de bus, ses mains tremblantes vérifiant l'horaire. Mais le prochain bus n'arrivait que dans des heures. Il s'assit sur le banc, le soleil tapant, sa lumière dure mais vide, ne projetant aucune ombre sous lui. Les locaux passaient, leurs visages vides mais leurs yeux perçants, l'observant, attendant. Il le sentit à nouveau, ce tiraillement, pas à ses pieds mais dans sa poitrine, comme si quelque chose s'installait, prenant ses aises. Les chuchotements avaient disparu, mais le silence était pire, lourd et définitif, comme une porte se fermant pour toujours. Le bus arriva au crépuscule, ses phares perçant la lumière faiblissante, mais Jake ne monta pas. Il resta debout, son sac à dos à ses pieds, ses yeux fixés sur la ville, sur les gens qui semblaient maintenant des proches. Le chauffeur l'appela, mais Jake ne répondit pas, son corps bougeant de lui-même, se tournant vers Greyfield, vers les rues où les ombres attendaient. Il marcha, ses pas silencieux, son cœur calme, l'odeur aigre maintenant une partie de lui, aussi naturelle que son souffle. Cette nuit-là, les ombres revinrent, glissant dans les rues, leurs sourires larges, leurs yeux brillants, mais Jake ne courut pas. Il se tenait parmi elles, son ombre disparue, son corps léger, son âme liée à elle. Les villageois regardaient depuis leurs fenêtres, leurs visages pâles, leurs yeux complices, l'accueillant comme l'un des leurs. Les ombres ne le chassaient pas, elles l'enlaçaient, leur chuchotement doux maintenant,
Une berceuse d'obscurité qui l'endormit. Le soleil se leva sur Greyfield, sa lumière dure et impitoyable, ne projetant aucune ombre sur le trottoir fissuré. Un nouveau voyageur descendit du bus, un appareil photo autour du cou, ses yeux curieux, inconscients. Les locaux vaquaient, leurs visages vides, leurs pas silencieux, leurs corps sans ombre sous le soleil implacable. Ils ne parlaient pas du nouvel arrivant, ne l'avertissaient pas, mais leurs yeux suivaient, attendant, sachant. Ce soir, les ombres se lèveront à nouveau, chassant, souriant, leurs dents acérées et affamées. Et quand le nouveau venu lèvera son appareil, quand il verra ce qui se cache derrière les visages de Greyfield, courra-t-il? Ou restera-t-il, attiré dans le noir, son ombre se détachant, son âme réclamée par une ville qui ne laisse jamais partir? Certains lieux volent plus que votre ombre, ils volent votre âme. À Greyfield, le soleil brille, mais l'obscurité attend. Si vous voyez les ombres bouger, si vous entendez les chuchotements appeler votre nom, ne regardez pas en arrière. Ne restez pas. Car certaines nuits, quand les rues sont calmes et la lumière disparue, les ombres viennent pour vous. Les laisserez-vous vous prendre ?